Moi, je vais vous parler d'un cas assez spécifique de projet éducatif au siècle des Lumières, qui a alimenté beaucoup les débats philosophiques autour du rôle de l'éducation dans la formation des élites gouvernantes éclairées. Et ce projet d'éducation républicaine, c'est celle d'un prince, dont on a voulu faire un prince des Lumières, c'est le prince Ferdinand de Parme. En fait, il a été au centre d'une expérience pédagogique qui a suscité beaucoup d'espoir, puisque sa mère, Louise-Élisabeth, qui était la fille de Louis XV, lui a donné l'élite des philosophes français pour instituteur. On connaît un certain nombre de monarques comme Frédéric II, Gustave III de Suède ou Catherine de Russie, qui ont eu la réputation d'être des princes, des monarques de lumière. Mais le cas du prince de Parme est un petit peu moins connu et particulièrement intéressant parce qu'il représente un test de grande ampleur pour la philosophie, une philosophie majeure en fait au XVIIIe siècle, c'est le sensualisme. C'est un cas particulièrement intéressant parce qu'il met à l'épreuve du réel l'idée d'une monarchie républicaine qui repose en grande partie sur la confiance accordée au pouvoir de l'éducation, et en particulier le pouvoir de l'éducation sensualiste. Alors, ce qui va poser un petit peu problème, c'est que ça va être... alors, je spoil un petit peu, mais ça va être un échec, cette éducation. Le prince de Parme va avoir une très mauvaise réputation, une réputation de bigot, quelqu'un de très superstitieux, donc c'était pas du tout en accord avec la philosophie des Lumières. Mais à la fin, je parlerai des raisons de cet échec, qui selon moi ne remettent pas en cause, alors c'est pas pour défendre mon sujet, mais ne remettent pas forcément en cause le sensualisme. Alors, donc c'est entre 1758 et 1767 que deux personnages majeurs de la pédagogie au XVIIIe siècle s'occupent de l'éducation du prince de Parme. Donc on a le philosophe sensualiste Condillac, qui est nommé précepteur du prince, et un autre personnage un petit peu moins connu qui s'appelle Auguste de Kéralio, qui est nommé sous-gouverneur. Alors, c'est de Kéralio, avec un K. Et la fille, entre parenthèses, la fille d'Auguste Kéralio a suivi l'éducation du prince de Parme aussi, puisqu'elle était à la cour, et c'est devenu une des premières femmes à tenir un journal pendant la Révolution française. C'était une grande intellectuelle de son époque. Ouais. Donc il y avait quand même une distinction entre le précepteur, qui est chargé de l'instruction, la formation de l'esprit, et le sous-gouverneur, qui était chargé de l'éducation. Alors c'est plus le côté formation du caractère, etc., insertion dans la société, acquisition de valeurs, etc. Alors Condillac, lui, a publié en 1775 l'intégralité de son programme d'instruction sous le titre « Cours d'études pour l'instruction du prince de Parme » en 16 volumes, dont les 4 premiers contiennent une grammaire, l'art d'écrire, l'art de raisonner, l'art de penser. Et ce qui est étonnant, c'est que les 12 tomes suivants sont uniquement consacrés à l'étude de l'histoire. Alors on verra pourquoi cet ordre, et pourquoi l'histoire occupe une place si importante dans la formation d'un politique. En rupture aussi avec les sciences politiques actuelles, où l'histoire a une place beaucoup moins importante. Donc c'est une éducation qui est appuyée sur un fondement philosophique élaboré par Condillac depuis le milieu des années 1740, dans la continuité de John Locke. C'est ce qu'on appelle le sensualisme, donc, dont je rappellerai quelques traits marquants pour comprendre comment est-ce qu'il s'est produit un passage entre la philosophie sensualiste et une théorie pédagogique, pour éduquer un prince républicain, si on peut dire. Et j'essaierai de montrer aussi pourquoi cette démarche historique en sciences humaines, puisque le sensualisme est une démarche historique, c'est accompagné d'une méthode dite naturelle que Condillac a mobilisée pour l'instruction du prince. Et dans un second volet, j'essaierai d'articuler cette philosophie de l'histoire qui est mobilisée pour ce projet éducatif avec la conception politique sensualiste qui fait de la morale le principe même de la politique. Et donc là, ce sera plus le volet Condillac-Mably, l'interaction entre les deux. Alors donc pour rappeler quelques traits marquants du sensualisme, donc Condillac se situe dans l'empirisme de John Locke, dans la continuité, avec l'origine des connaissances humaines de 1746, et dans la critique de l'innéisme, avec les monades 1748, ou encore le traité des systèmes de 1749. Et à partir de 1754, Condillac marque une rupture avec Locke. Il va essayer de dépasser son projet philosophique et en simplifiant son système pour le purifier de ses derniers éléments innéistes,
C'est le traité des sensations de 1754. Alors les grands traits de la philosophie de Condillac qui vont être mobilisés pour son projet pédagogique, c'est l'homme est union d'une âme et d'un corps, ça c'est assez connu, et c'est une conception qui est assez proche finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de Descartes et surtout de la 6e méditation qui traite de l'union. La rupture vraiment avec Descartes, c'est sur la question de l'innéisme. Donc dans cette approche dualiste, ce qui est important chez Condillac, c'est que ce n'est pas le corps qui sent, mais l'âme, toujours. Et l'œuvre de Condillac se constitue vraiment de manière très importante dans les débats qu'il a avec les philosophes matérialistes. Alors indirectement avec Lamétrie, il ne dialogue jamais avec lui, mais il y a des références. Mais il dialogue surtout avec Buffon, contre lequel il écrit le traité des animaux de 1755. Et finalement, dans la pensée de Condillac, toute la sphère psychologique est renfermée dans l'idée seule de sensation qui se décline avec l'expérience. C'est-à-dire que toutes les facultés et les idées ne sont que différentes facettes du même phénomène spirituel, de la sensation. Donc du coup, le point de départ de la psychologie est dans l'expérience, c'est-à-dire dans la sensation spirituelle. Et dans un des ouvrages qui est très important de Condillac et peu connu, peu étudié, c'est le Dictionnaire des synonymes. Les sensations différemment transformées sont les différentes facettes de l'activité de l'âme, qu'est la pensée. Donc la pensée est synonyme de sensation. Alors dans cette simplification sensualiste de la pensée de John Locke, on peut garder cette conclusion, c'est que la réflexion ne doit plus être considérée comme une faculté innée, mais comme une certaine manière de sentir. Et c'est ça, sur ce point-là surtout, que Locke est dépassé. Alors, donc en quoi cette démarche qui replace l'âme dans une perspective historique permet-elle l'établissement d'une nouvelle méthode pédagogique ? D'abord parce que le sensualisme est avant tout une méthode des Lumières. Et c'est cette méthode qui va être mobilisée pour former un prince des Lumières. Donc la psychologie ou la science de l'âme se tire de l'observation sur le modèle des sciences naturelles. Les faits observés sont internes ou intérieurs, c'est-à-dire spirituels. Ce qu'on observe, c'est notre propre pensée, c'est-à-dire nos différentes manières de sentir. Mais pour autant, cette observation demande une analyse. Et c'est ça qui fait la spécificité de la méthode de Condillac. C'est une méthode analytique. Donc il va dire dans le cours d'études, justement, donc il s'adresse au prince de Parme, alors qu'il est assez jeune, il doit avoir 8 ans. Je dis l'art de décomposer nos pensées, et ce n'est pas sans raison que je m'exprime de la sorte, car dans l'esprit, chaque pensée est naturellement composée de plusieurs idées et de plusieurs opérations qui coexistent. Et pour savoir décomposer, il faut avoir appris à représenter, l'une après l'autre, ces idées et ces opérations. Vous venez de les voir dans la décomposition du désir, et vous pouvez encore vous en convaincre par l'analyse de l'entendement humain. Car si l'attention, la comparaison, le jugement, etc. ne sont que la sensation transformée, c'est une conséquence que ces opérations ne soient que la sensation décomposée, ou considérée successivement sous différents points de vue. Et en fait, ce qui va être important, c'est que les premières années dans l'éducation du prince de Parme vont être consacrées à réfléchir sur nos facultés et sur ses facultés. Ce que va faire Condillac, c'est l'amener toujours à, dès qu'il fait une action, dès qu'il pense, de réfléchir à ce qu'il a pensé et de prendre conscience de quelle faculté est mobilisée, comment naissent ses idées, etc. Et ce qui va être très important, c'est le rôle du langage en psychologie. Une pensée non médiatisée par le langage est une pensée où tout est confondu dans un seul mouvement de l'âme. Mais dès lors qu'on exprime notre pensée au moyen de signes qui se succèdent et s'articulent les uns aux autres, alors ça peut être des signes comme des mots, mais ça peut être aussi des gestes, c'est le langage d'action, il appelle ça comme ça. Donc dès qu'on mobilise le langage, on procède en même temps à la décomposition de notre propre pensée. Et c'est la différence entre la perception, Condillac prend cet exemple pour le prince de Parme, c'est la différence entre la perception non formulée de façon dans le langage, cet arbre est grand, où le jugement n'est qu'une perception, et l'affirmation, cet arbre est grand, où l'usage de signes analyse le jugement qui procède d'une comparaison, c'est-à-dire de l'attention qui se porte successivement sur la chose, qui est désignée par le substantif,
et sur la qualité désignée par l'adjectif. Donc dès lors qu'on formule une proposition, c'est déjà la pensée qui est décomposée, et donc c'est déjà un acte de réflexion dès qu'on porte attention à ce qu'on dit, etc. Voilà, c'est comme ça que travaille Condillac avec le Prince de Parme. Et c'est pourquoi à plusieurs reprises il définit les langues comme des méthodes analytiques qui éclairent sur l'usage de nos facultés et de nos idées. Et c'est pourquoi la grammaire va occuper une grande place dans l'éducation des Lumières du Prince. Et d'ailleurs la première place. Il va dire au Prince de Parme: étudier la grammaire, c'est donc étudier les méthodes que les hommes ont suivies dans l'analyse de la pensée. Donc alors quelles sont les conséquences pédagogiques de toutes ces théories? Quelle va être la méthode mise en œuvre? Donc lorsque Condillac est nommé précepteur, il va mettre à l'épreuve de l'expérience ces théories pédagogiques. Et l'art du pédagogue va être de guider son élève vers un développement psychologique conforme, c'est ça qui est important, à la génération naturelle des facultés et des idées. C'est pourquoi c'est une méthode dite naturelle par opposition à une instruction de principes généraux et abstraits qui vont être considérés comme une surcharge pour la mémoire. Et surtout qui vont être considérés comme non pas le produit de l'esprit de l'élève, mais comme quelque chose qui lui tombe dessus et qu'il mémorise. Donc Condillac est l'inventeur d'une pédagogie déduite de sa philosophie, en rupture avec les théories et les pratiques de son temps. Alors, dans le dictionnaire des synonymes, il y a un passage très critique vis-à-vis de l'éducation de son temps, où il va dire: quant à l'esprit, il se remplit pendant 7 à 8 ans de contes de peau d'âne, de superstitions ridicules, de craintes de toute espèce. Pendant 8 autres, on charge la mémoire de l'enfant de choses dont il n'a garde de lui donner l'intelligence. Il apprend sa langue comme il peut. Il étudie un rudiment et à l'aide d'un dictionnaire, il sait bientôt travestir en latin des phrases qu'il n'entend pas. Il fait ainsi son cours d'humanité. À 15 ou 16 ans, commence celui de la philosophie. On ne lui fait pas lire les meilleurs philosophes, mais il apprend par cœur de vieux cahiers qui traînent dans la poussière de l'école. La logique l'instruit des universaux, des catégories, des syllogismes, de 1000 choses, et ne lui cache que l'art de raisonner. Alors que l'art de raisonner doit être découvert dans l'usage de ses facultés. Voilà. La métaphysique lui fait toucher au doigt et à l'œil l'être, la substance, le temps, la durée, l'immensité, l'éternité, etc. Elle ne lui donne tout cela que des définitions qu'il ne trouvera pas ailleurs. La physique et la morale sont traitées de la même manière. Voilà du moins pour le fond la méthode qu'on suit généralement. Ces études étant faites, un jeune homme entre dans le monde et ce n'est qu'un sot fort maussade, si la nature n'a pas été plus forte que l'éducation. Donc Condillac, lui, élabore une méthode en rupture avec ça, qui va être active, par laquelle l'élève part toujours de son expérience intérieure. L'élève n'est pas spectateur de son instruction, par un travail de mémoire, il est son propre instructeur en suivant l'ordre naturel de la génération des facultés et des idées. Alors, ça débouche sur une nouvelle relation entre le maître et l'élève. L'instruction n'est pas reçue du haut vers le bas, par un travail de mémorisation des leçons. Le maître est un guide qui doit conduire l'élève à apprendre à s'instruire lui-même avec plaisir. Et la notion de plaisir va être très importante. À plusieurs reprises, Condillac va dire que l'instruction de principes abstraits et généraux dégoûte l'enfant du plaisir de l'étude. Alors que quand il découvre en lui-même toutes les connaissances, c'est une source de plaisir beaucoup plus importante. Alors, il va privilégier la coopération à la place de l'autorité, se mettre à la portée de l'enfant et prendre le rythme de son évolution psychologique. Donc le maître doit s'adapter à l'élève et non l'inverse. La priorité est accordée à la réflexion sur la mémoire. Ce qui est important, c'est qu'il faut apprendre à penser. Alors, par exemple, cette relation horizontale entre le maître et l'élève va se traduire dans le concret par la pratique de jeux, et notamment l'inversion des rôles. Par exemple, le prince de Parme va donner des leçons d'artillerie à Condillac, qui connaît rien là-dessus, ou très peu, après les avoir reçus de son sous-gouverneur Keralio. C'est aussi une nouvelle méthode d'acquisition des connaissances. Il ne faut pas aller du général au particulier, donc par un processus de déduction, mais du connu à l'inconnu, par induction, en partant de sa propre expérience sensible. Alors ce que va dire Condillac, c'est le précepteur doit paraître aussi ignorant que son élève et procéder avec lui d'observation en observation, comme les peuples eux-mêmes durent s'instruire au fil des siècles. Cela évite à l'enfant le dégoût des généralités hors de sa portée et l'instruit presque sans effort. Alors,
Comme il s'agit d'une méthode active par laquelle l'élève s'instruit par sa propre expérience, les premières leçons vont consister dès l'âge de 7 ans à faire connaître à l'élève les facultés de son âme et le besoin de s'en servir pour apprendre à apprendre. Donc Condillac va dire dans le discours préliminaire de son cours d'études, « La méthode que j'ai suivie pour l'instruction du prince paraît nouvelle, quoique dans le fond elle soit aussi ancienne que les premières connaissances humaines. Il est vrai qu'elle ne ressemble pas à la manière dont on enseigne, mais elle est la manière même dont les hommes se sont conduits pour créer les arts et les sciences. » Et ce qu'il dit ensuite au prince, en s'adressant directement à lui, parce qu'il y a des passages dans le cours d'études où il s'adresse directement au prince, et d'autres fois il s'adresse à un public, plutôt. « Vous ne devez pas être ni physicien, ni géomètre, ni astronome, ni même métaphysicien, quoique votre précepteur le soit, mais vous devez savoir raisonner, et vous le devez d'autant plus qu'un faux raisonnement de la part d'un prince peut faire sa perte et celle de son peuple. D'ailleurs, vous conviendrez qu'il serait humiliant pour vous de n'être jamais à portée d'entendre les personnes instruites, de craindre leurs abords, de n'admettre à votre cour que des sots ou des demi-savants, qui sont de tous les sots les plus importuns aux yeux d'un homme sensé. Voulez-vous n'avoir pas peur des gens d'esprit? Acquérez des lumières, rendez-vous capable de dispenser ces marques de considération qui ne sont flatteuses même de la part d'un prince que lorsqu'elles sont éclairées. Ayez l'âme assez grande pour respecter la science et la vertu, quelque part qu'elles se trouvent réunies, et rougissez si vous n'avez davantage que par votre naissance. » Et ce qui revient souvent dans le cours d'études, c'est que, en s'adressant au prince de Parme, il lui dit tout le temps votre rang ne fait pas tout, ce qui compte c'est l'éducation et la manière dont vous allez développer vos facultés, vos idées, et la manière dont vous allez vous rendre vertueux. Et il lui répète assez souvent, vous n'êtes qu'un homme, devenez un prince, des choses comme ça. Alors, donc les 4 premiers tomes du cours d'études qui occupent finalement une part assez peu importante de l'instruction du prince de Parme, puisque ça doit consister en 2 ou 3 ans. Tout le reste consiste en l'étude de l'histoire. Et donc en fait la pensée de Condillac est souvent résumée par la formule « je sens donc je suis », qui est une formule pour vulgariser son propos. Et on peut remarquer une grande analogie entre la construction psychologique de la statue de Condillac, qui a été rendue célèbre, avec la construction psychologique du prince de Parme. Donc c'est dans le traité des sensations de 1754 que Condillac crée la fiction d'une statue de marbre qui éprouve une première sensation olfactive et qui marque le point de départ de son existence d'être animé, et aussi le point de départ de son histoire psychologique. Donc à partir de là, il reconstruit toute sa psychologie d'une manière fictive à partir de ses différentes expériences. Et la dynamique du traité des sensations part toujours de l'intériorité vers l'extériorité. Et Condillac ajoute à la statue au fil des chapitres des sens toujours plus reliés à l'extérieur. Et en dernier lieu interviennent par exemple la vue et le toucher. À tel point qu'au départ la statue se pense elle-même odeur de rose lorsqu'elle est bornée à une seule sensation. Et dans le cours d'études, on retrouve une dynamique assez similaire, puisque jusqu'au tome 4, finalement, le prince est peu intéressé à ce qui concerne les sociétés, à ce qui concerne les arts, etc. C'est vraiment toujours partir de lui, de ses facultés et de ses idées qu'il va développer. Et petit à petit, il y a un processus d'extériorisation. Donc les 4 premiers tomes tendent à faire du prince un individu qui va raisonner par lui-même, qui va apprendre à conduire sa pensée dans l'ordre naturel de la génération de ses facultés et de ses idées. Et on est toujours dans une espèce de phase éducative. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas tellement de distinction dans la pensée sensualiste entre instruction et éducation. On va à la fois développer l'entendement et la volonté dans un même mouvement. Donc l'instruction de l'esprit, c'est aussi l'instruction du cœur, etc. Mais la rupture va être plus importante à partir du tome 5, donc vers l'âge de à peu près 9-10 ans, puisque c'est là qu'on rentre véritablement dans une phase instructive, où il va plus s'agir tellement de développer l'activité intérieure, mais cette fois de mobiliser cette méthode des Lumières au service de l'étude de l'histoire, pour en fait extraire de l'étude de l'histoire des enseignements sur qu'est-ce que la politique, qu'est-ce que les sociétés, quels sont leurs buts, et surtout comment conduire les peuples par une législation qui soit bonne.
Or, pour mener à bien ce projet d'instruction politique du prince de Parme, Condillac mobilise les connaissances de son propre frère, qui est Mably, et on sait que que le dernier tome plutôt, est entièrement rédigé par Mably, alors qu'il est publié de façon anonyme, comme si c'était Condillac qui l'avait écrit. Donc ça montre en même temps une proximité de pensée entre les deux auteurs. L'indice qu'il montre, c'est à la fin du tome 15, Condillac dit au prince « C'est à vous, monseigneur, à vous instruire désormais tout seul. Je vous y ai déjà préparé et même accoutumé. Voici le temps qui va décider de ce que vous devez être un jour, car la meilleure éducation n'est pas celle que vous devons à nos précepteurs, c'est celle que nous nous donnons nous-mêmes. Vous imaginez peut-être avoir fini, mais c'est moi, monseigneur, qui ai fini, et vous qui avez à recommencer. » Alors, pour autant, Condillac ne se charge plus de l'instruction du prince de Parme, mais cette fois c'est Mably qui va prendre la relève et pour lui donner des leçons sur comment étudier l'histoire. Alors, Mably n'est pas présent physiquement pour l'instruction du prince, il rédige simplement un texte, mais ce que j'ai pas encore tout à fait élucidé moi dans mes recherches, c'est les 11 volumes qui concernent l'histoire sont écrits par Condillac, mais il y a la patte de Mably qui est vraiment sensible, et je ne sais pas dans quelle proportion est-ce qu'ils ont collaboré, etc. Mais en tout cas, ces textes d'histoire sont vraiment imprégnés par la pensée jus naturaliste de Mably. Où en fait Mably, même dans certains textes, va expliquer qu'il utilise la pensée de son frère, la pensée sensualiste, toute la théorie sur le développement des passions, etc. Il va mobiliser ça pour créer sa pensée politique. Donc c'est très intéressant de voir à partir du cours d'études comment la pensée philosophique de Mably interagit avec la pensée de Condillac et inversement, comment la démarche historique en psychologie chez Condillac imprègne la philosophie de l'histoire de Mably. Il me semble que pour lire le cours d'études, il faut vraiment avoir en tête cette interaction entre les deux auteurs, ce dialogue entre sensualisme psychologique et sensualisme du droit naturel, même si c'est un concept problématique, puisque un sensualisme du droit naturel a une conception politique fondée sur la raison, et que la raison dans la pensée sensualiste est très problématique. Donc c'est un problème aussi à élucider. Mais il y a un auteur qui a très bien compris, il me semble, cette relation entre Condillac et Mably, qui est une relation qui est assez peu étudiée, qui s'appelle Laurent-Pierre Béranger, où je vais lire cette citation qui résume assez bien le cours d'études finalement. Les unes ignorent qu'ils sont frères, les autres, ne regardant Condillac que comme un métaphysicien, sont étonnés de le voir analysé sous le seul rapport d'historien et d'instituteur. Je crois ne rien apprendre aux gens instruits en leur disant que j'ai considéré Mably et Condillac comme deux philosophes qui s'étaient partagé la grande tâche de changer un prince en homme. L'un prépare le sujet à l'instruction, lui donne les premiers principes de la grammaire et de la logique, lui apprend à réfléchir, à lier les idées, à tirer des conséquences justes, et lui montre constamment le bonheur des princes dans la félicité des sujets. L'autre, recevant un tel élève des mains de son frère, déploie à ses yeux, inculque dans son esprit, fait descendre dans son cœur la plus pure morale, la plus saine politique, les vrais principes des lois, l'amour sacré de la liberté, et enfin lui révèle les devoirs et les droits du citoyen sans ménagement. J'ose avancer, et je crois pouvoir le démontrer un jour, que Mably et Condillac réunis nous ont laissé un corps d'institution plus complet qu'il ne pourrait résulter de Bossuet même et de Fénelon. C'est dans un texte qui s'appelle Esprit de Mably et de Condillac. Donc cette fois pour Mably, l'étude de l'histoire, c'est la véritable science politique. C'est celle qui va fournir au prince toute son instruction politique pour être un bon souverain qui va légiférer. Donc c'est dans De l'étude de l'histoire qui vient clore finalement le cours d'études. Il dit ceci, en s'adressant au prince: ne considérez l'histoire que comme un amas immense de faits qu'on tâche de ranger par ordre de date dans sa mémoire, c'est ne satisfaire qu'une vaine et puérile curiosité qui décèle un petit esprit, ou se charger d'une érudition infructueuse qui n'est propre qu'à faire des pédants. Que nous importe de connaître les erreurs de nos pères si elles ne servent pas à nous rendre plus sages? Cherchez, monseigneur, à former votre cœur et votre esprit. L'histoire doit être, pendant toute votre vie,
l'école où vous vous instruisez de vos devoirs, en vous présentant des peintures vives de la considération qui accompagne la vertu et du mépris qui suit le vice. Elle doit un jour suppléer aux hommes qui cultivent aujourd'hui les heureuses qualités que la nature vous a données. Et donc c'est par cette étude de l'histoire que se finit le cours d'études. Ensuite, Condillac quitte Parme, et puis malheureusement, le prince devient un prince bigot, voilà, à échec de sa pédagogie. Mais il y a plein de circonstances qui peuvent expliquer tout ça. C'est assez compliqué parce qu'à Parme, il y avait un conflit entre l'Église et ce qu'on appelait le clan des Français, le clan des philosophes des Lumières. Vraiment un conflit d'intérêts, un conflit de pouvoir. Et ce que regrette Condillac dans ses lettres, c'est que en fait, le prince a reçu avant ses 7 ans une éducation très religieuse et très superstitieuse. On lui a enseigné le catéchisme, notamment c'était un prêtre qui s'appelait Fumeron, qui lui a enseigné tout ça. Et il est devenu très adepte de ça, de l'idolâtrie, adorer des reliques, etc. Et ça a excédé Condillac. Il y a beaucoup de lettres où il se plaint de ça. Et donc, en fait, il écrit souvent à pas mal de ses amis qu'il n'a jamais pu sortir le prince de cet esprit superstitieux, malgré tous ses efforts, et Keralio non plus. Et le prince a préféré plutôt fréquenter apparemment des moines que fréquenter tout le clan des Français. Et donc voilà, donc ça a eu un retentissement assez important en France, cet échec-là. Ça a un petit peu décrédibilisé Condillac, ce qui explique aussi pourquoi. Alors on va pas rentrer dans une histoire des réputations, etc. Mais ce qui selon moi explique un petit peu pourquoi on étudie assez peu Condillac et surtout Mably, c'est qu'ils ont été décrédibilisés à ce moment-là. Et donc ça a suscité beaucoup de débats à l'époque, notamment Diderot, Voltaire, etc. qui ont quand même pris la défense de Condillac, mais se sont interrogés sur les pouvoirs de l'éducation dans la formation des élites gouvernantes. Puisque en fait, ce qui était au principe du sensualisme même dans la théorie éducative, c'était de dire que finalement, peu importe les inégalités dans les corps, dans les facultés du corps, même au niveau cérébral par exemple, ce qui compte dans l'éducation, c'est l'âme. Et l'âme est équivalente chez tout le monde, c'est-à-dire que dans la pensée sensualiste, il y a le sens commun, qui est un concept central, c'est-à-dire qu'on a 5 sens, quelle que soit leur acuité, certains ont des yeux plus ou moins performants, etc. Ce qui va compter, c'est les sensations qu'on va éprouver, et c'est ça qui va construire la psychologie, et non pas, par exemple, Condillac ne va pas du tout s'intéresser au processus physiologique dans la sensibilité. Il s'intéresse simplement à l'expérience intime, comme dit Maine de Biran, l'expérience intime de la sensation, au fondement de toute la psychologie. Donc c'est-à-dire que quelqu'un, dans toute proportion gardée, parce que vraiment des anomalies physiques insurmontables, d'accord, ça pose problème, mais toute proportion gardée, n'importe qui peut devenir, dans la théorie sensualiste, un prince des Lumières finalement. Et cet échec de cette éducation remet en cause certaines idées sensualistes. Et Diderot va s'interroger beaucoup sur ça, d'Alembert aussi. Ils vont écrire à Condillac, etc. Ils vont échanger beaucoup de lettres à ce propos-là. Voltaire également. Et finalement, ça va donner un petit peu raison à ce moment-là à des personnages, plus à des philosophes matérialistes comme Helvétius ou d'Holbach, qui vont, eux, considérer que dans l'éducation, il va y avoir une inégalité naturelle entre les individus qui provient finalement d'une différence dans l'organisation des corps, voilà, dans la constitution naturelle. Ce qui avait voulu négliger un petit peu la pensée sensualiste. Alors il y a des constats assez sévères, par exemple Diderot, qui va écrire à Catherine II, en parlant du cours d'études, cet excellent ouvrage d'un excellent instituteur qui n'a pourtant fait qu'un sot élève. Ou encore d'Alembert à Voltaire, j'espérais un peu de l'enfant duc de Parme, attendu la bonne éducation qu'il a eue, mais où il n'y a point d'âme, l'éducation n'a rien à faire. Donc c'est quand même assez dur, où il n'y a point d'âme. Et encore Condillac lui-même revient sur certaines de ses idées à propos de l'éducation. À un moment il dit,
dans son cours d'études même, il y a des situations ingrates, il y a tel sol où on ne peut qu'à grands frais asseoir les fondements, on pourrait même s'y tromper et le bâtiment s'écroulerait de toutes parts. C'est une référence vraiment, au prince. Voilà la phrase finale qui viendra clore tout ça, c'est Keralio qui va déplacer le problème plus sur le contexte politique de Parme, en disant que finalement lui et Condillac n'ont pas pu finalement élever un prince des Lumières dans un contexte où l'Église était dominante et où il y avait des luttes d'influence très importantes, etc. Il dit Parme retombera dans la barbarie dont on a tenté vainement de la faire sortir. Donc voilà, moi ce qui m'intéressait en fait dans ce cours d'études et dans cette expérience pédagogique, c'est la mise à l'épreuve de la pensée sensualiste. Et finalement cet échec interroge vraiment les pouvoirs de l'éducation dans la formation des monarques éclairés. Et alors j'ai moins insisté sur le côté républicanisme, parce que ça concerne moins Condillac que Mably. C'est surtout Mably qui va théoriser tout ça. Condillac, lui, va surtout chercher à former un prince des Lumières, et ensuite, il va considérer que cette éducation des Lumières conduit à un esprit républicain. C'est-à-dire qu'une éducation des Lumières va permettre d'élever le prince au-dessus d'un espèce d'intérêt particulier pour avoir une visée plus large d'un intérêt général. Et surtout, l'étude de l'histoire va lui donner une espèce de... va lui permettre d'avoir une vue haute sur le devenir des sociétés et la manière de légiférer. Donc voilà, cet échec de l'éducation, c'est un gros point d'interrogation, selon moi, sur le concept de monarchie républicaine. Puisque la monarchie républicaine, ça suppose un prince éclairé qui va chercher le bonheur public par sa propre connaissance des Lumières, etc. Voilà.